Bonjour, je suis Nicolas Madeleine, journaliste média aux Échos. J'ai le plaisir d'accueillir ici, pour le public présent ici et puis pour tous les spectateurs en ligne qui nous écoutent et nous regardent, Katia Sanro. Vous êtes directrice générale associée de Louis Média. Gabrielle Bouéry-Charles, vous êtes cofondatrice et directrice générale de Binge Audio. Et on va être rejoint par Antoine Monin, qui arrive de l'autre côté de la scène, qui est le DG à Radio France, notre partenaire pour Média en scène, qui est DG France et Benelux pour la plateforme de musique et de podcast Spotify. Donc on va commencer par présenter le contexte un petit peu du podcast. Je voudrais savoir, faire un petit point sur l'appétit aujourd'hui pour le podcast, les évolutions éditoriales récentes, dresser un peu le tableau de ce format et son évolution sur les derniers mois. Alors peut-être Katia, à côté de moi, pouvez-vous commencer ? Bonjour. Eh bien, l'appétit pour le podcast, il est toujours croissant. Les derniers chiffres parus cette semaine sont, il me semble, à 33% de Français qui aujourd'hui écoutent du podcast régulièrement. C'est quand même plus 10 points en 2 ans. Donc voilà, la dynamique, elle est là. La création aussi. Moi, je vois une vraie évolution aussi dans toute l'offre qui a été publiée depuis 1 an. Je trouve qu'on est moins sur la logique de programme de flux, un peu récurrent. La vraie innovation, elle s'est fait beaucoup sur les docus et le côté un peu plus sérialisé du podcast, donc plus proche de la production audiovisuelle. Nous, chez Louis Média, par exemple, l'an dernier, on a lancé Ou peut-être une nuit, un documentaire de Charlotte Pudlowski sur l'inceste, qui a vraiment été parmi les podcasts les plus écoutés en France l'année dernière. Et on a vu vraiment une demande croissante pour ce type de format qui se consomme comme ça de manière assez passionnelle, comme du snacking, comme une série. Qui demande plus d'attention aussi qu'un talk dans lequel on peut rentrer et sortir plus facilement, non ? C'est autre chose. C'est tout l'intérêt et toute la diversité du podcast. On retrouve des formats talk très longs, comme vient de l'expliquer très bien Mathieu Stéphanie, et qui provoque également beaucoup d'engagement. Nous, sur une série comme Ou peut-être une nuit, c'est assez remarquable. Les chiffres qu'on a, c'est que 50% des gens qui ont lancé le podcast l'ont écouté jusqu'à la dernière minute. Et ça, c'est vrai qu'il y a peu de médias aujourd'hui qui arrivent à des taux de complétion et à un tel engagement. Ouais, Ou peut-être une nuit, c'est vraiment un des podcasts qui s'est fait remarquer, notamment parmi les podcasts qui viennent d'acteurs naissants du podcast, qui ne viennent pas des radios. C'est un public de combien de personnes ? Enfin, une audience de combien de personnes ? Alors sur ce document, on a un peu plus d'1 million d'écoutes. Voilà, et puis il continue, il s'installe dans le temps. C'est finalement beaucoup de contenu qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qu'on peut y revenir aujourd'hui encore. Là, il est sorti en adaptation littéraire chez Grasset il y a quelques jours, et on a de nouveau des écoutes qui s'effectuent autour de ce document. Il a reçu le prix Chaffanjon, pardon. Donc de nouveau, il a eu des nouvelles vies et c'est super pour les auteurs, c'est super pour l'ensemble des équipes qui y travaillent. C'est des vrais contenus à forte valeur ajoutée qui restent et qui s'inscrivent dans la diversité française. Gabrielle, quel est votre sentiment, vous, sur l'écoute de podcast et les évolutions éditoriales? Je partage l'enthousiasme pour la croissance de ce secteur et je note aussi que la variété d'acteurs présents sur le marché et de types de podcasts est plutôt une chose saine. En fait, c'est quand un média est approprié, un type de média est approprié par plein d'acteurs. Donc, on a Louis Média, Binge Audio, Nouvelles Écoutes, d'autres studios qui sont des acteurs nés il y a 4, 5, 6 ans et qui se sont créés uniquement là-dessus. On a les stations de radio qui continuent ou qui se développent sur le podcast, ce qui est très sain
également. On a la presse écrite et le groupe Les Échos, Le Parisien a 2 podcasts quotidiens de référence dans ce secteur. On a d'autres groupes médias comme L'Équipe qui sont assez allants. Alors je veux vexer personne, mais il y en a pas mal. C'est assez sain finalement que plein d'acteurs se mettent sur ce secteur et qu'on voit se côtoyer différents types de contenus. Nous, à Binge Audio, on a aussi bien des productions documentaires assez denses comme Le Cœur sur la table, qui est un des gros succès de notre année, qui est un format assez très produit, très écrit, très réalisé. Et ce qui est appréciable, c'est que les gens apprécient, ils notent la réalisation, ils font des remarques sur la musique qui était bien, qui était au bon endroit. Et puis en même temps, on vient de lancer vendredi dernier un format talk qui s'appelle On peut plus rien dire et qui a vocation à sortir tous les vendredis et finalement à reprendre aussi cette tradition du talk radio qui est là aussi pour nous accompagner en pouvant être distrait 2 secondes quand on fait la bouffe. Finalement, il y a de la place pour tous ces formats et c'est ça qui est assez prometteur. Et puis quand on se dit que 33% des gens écoutent des podcasts, c'est bien, mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de terrain vierge et notamment sur les aspects de technique, de distribution. Il y a encore, c'est pas encore si facile que ça d'écouter un podcast. Ça suppose un chemin, c'est de l'audio à la demande déjà toujours, donc il faut se rappeler de ça. Ça veut dire qu'il y a quel que soit le type de programme dont on parle, il y a toujours des enjeux en communication, en marketing qui sont très forts pour arriver à émerger. Et ça, on partage tous et on essaie tous d'apprendre ensemble sur ce secteur. Et puis, en termes de distribution, d'accessibilité, il y a encore pas mal de progrès à faire. Mais là, plus il y a d'acteurs sur le marché, mieux c'est pour construire cet écosystème. Vous parliez des radios. En France, le marché du podcast se caractérise par une présence très très forte de Radio France, déjà depuis longtemps. Et qu'en est-il pour les autres radios privées qui disaient qu'elles allaient se lancer dans le podcast natif? Est-ce que vous les voyez un peu plus sur votre terrain maintenant, des podcasts pure player, éditeurs de podcasts, ou non? Ce serait un peu dur de parler à leur place et d'analyser leur offre. Oui, elles sont présentes. Après, je pense que nous, on a une offre quand même un peu différente. On ne se voit pas comme des concurrents directs de ce type de radio, c'est clair. Il y a vraiment de la place pour plusieurs acteurs sur ce marché. Oui. D'accord. Je vois Antoine Monin qui est le bienvenu sur scène. Voilà. Bonjour. Excusez pour ce retard, j'étais... De l'autre côté de la scène, j'ai expliqué. De l'autre côté de la scène, voilà, pardon. Ok, aucun problème. Alors, un des enjeux de monétisation des podcasts, c'est la mesure de l'audience. Il y a une nouvelle mesure, un nouvel indicateur ACPM qui est né il y a un peu plus d'1 an, je crois. Est-ce que ça change les choses? Est-ce que ça aide vos démarches vis-à-vis des annonceurs? Ça renforce la confiance. Je dirais que c'était essentiel d'avoir un outil de certification pour le marché du podcast natif. Et je pense qu'on est assez nombreux à s'être retrouvés dans la CPM, qui est une première étape de mesure, qui à la fois certifie, permet de mesurer les différents succès, de voir aussi la taille du marché, d'aider tout le monde, tous les types d'acteurs à se projeter et évidemment à renforcer la confiance entre les producteurs et les annonceurs et les agences qui l'utilisent en repère d'une certaine manière. Et ça permet de tous se comparer sur la même échelle. Donc ça, c'est fort appréciable. Je pense que c'était une première étape essentielle à la structuration du marché. D'accord. Est-ce que vous avez pu constater un changement de la nature du public? Est-ce que, un peu comme les plateformes de streaming de musique, le public du podcast vieillit un peu ou est-ce que c'est encore beaucoup les jeunes attirés par de nouveaux formats qu'ils ne trouvaient pas en radio? Gabriel. Alors nous, on a à ce jour mené une seule étude d'audience, donc on n'a pas assez d'histoire pour comparer à 3 ans d'écart, mais on a fait une grosse étude de l'auditoire de Binge Audio en juin 2020 et on a trouvé que 80% de notre auditoire avait moins de 35 ans, avec un âge médian moyen de 30 ans. Alors, est-ce que ces gens-là ont déjà vieilli? Peut-être, je ne sais pas. Je pense, de ce qu'on appréhende du secteur, qu'on est encore sur cette tranche d'âge. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à nous écouter en 2016 et qui sont toujours avec nous et ils ont 50 plus. Et on pense à eux aussi en termes d'accompagnement. On a des programmes sur des questions sociales, sur des façons de vivre la vie avec un état d'esprit de développement collectif, de progressisme sur des questions de genre, de vivre ensemble, etc.
Et ce qui est sûr, c'est que parfois on peut penser à des gens qui ont commencé à nous écouter à 20 ans, qu'on a 25, ou alors qu'on avait 30, qu'on a 35. On pense à eux et également dans notre offre de talk qu'on vient de lancer vendredi dernier, on se dit aussi qu'on a une place pour accompagner des éléments de vie citoyenne, de conscience politique, sociétale, un peu plus large. Donc ce talk a une ambition assez large volontairement. Antoine, on a commencé la discussion sur l'évolution de l'appétit pour le podcast et les évolutions éditoriales récentes. Spotify, c'est une plateforme de distribution de podcasts, mais c'est aussi un éditeur de podcasts en France. Comment est-ce que vos premiers podcasts, ça fait peut-être maintenant 2 ans, 3 ans que vous êtes là, comment est-ce que l'audience évolue? Quels sont les formats qui plaisent? Qu'est-ce que vous constatez chez Spotify? Alors oui, ça fait à peu près 3 ans qu'on a commencé à produire et éditer des podcasts en France. C'était important pour nous pour amorcer la pompe et accompagner notamment des studios comme Binge ou Louis ou d'autres à, j'ai envie de dire, généraliser, démocratiser cet usage et ce nouveau format. Alors, vous parliez des structures d'audience, ce qui est important aussi de rappeler, c'est l'outil avec lequel on écoute le podcast. C'est aussi là, dans l'adoption, que la transformation doit se faire. C'est-à-dire qu'on doit aussi embarquer des âges et des démographies plus âgés à utiliser ces outils-là, ces outils numériques. En tout cas, chez Spotify, que ce soit les podcasts qu'on distribue, les podcasts des studios indépendants ou des radios ou ceux qu'on produit nous, on voit que l'appétence est grandissante. Le nombre d'auditeurs de podcasts sur Spotify en France a doublé en ces 12 derniers mois. On a vraiment une croissance qui est en très forte croissance. De titres que vous éditez vous-même? Soit de titres qu'on édite nous-mêmes, soit de titres qu'on distribue. En fait, nous, pour nous, ce qui est important, c'est de généraliser l'usage de ce nouveau format. Et notamment, si on parle du podcast natif, il y a une étude qui est sortie récemment aussi, qui a été commanditée par Paris Podcast Festival, qui dit, je crois que c'est 33% des Français qui ont écouté un podcast natif, alors que c'est à peu près la moitié l'année d'avant. Donc on est vraiment sur un usage qui est en train d'augmenter à très grande vitesse, sur des nouveaux formats, des nouveaux styles de narration que Binge et Louis incarnent bien ici. Donc pour nous, c'est important d'accompagner ces nouveaux usages avec les nouveaux outils de l'audio. D'accord. Quel est, sur la monétisation, qui est le thème principal de notre discussion, comment est-ce que vous ressentez l'augmentation de l'audience et cet appétit pour les formats? Est-ce que chez Binge ou chez Louis, ça va mieux économiquement, ou est-ce que ça devient plus facile de produire? Ça se développe, oui, mais on pariait là-dessus, donc c'est tant mieux. Enfin, c'est évident que les années du début 2016, 2017, 2018 n'étaient pas des années, des années d'amorçage, mais c'est tout. On peut dire que l'année 2020 était un peu chahutée quand même, donc ça va mieux cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais nous, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous, on a fait le pari dès le départ d'avoir un modèle économique avec plusieurs piliers. Et ça, c'est un choix stratégique qu'on a fait dès le début et qu'on réaffirme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait à la fois des productions pour des marques. Alors ça, l'avantage, c'est qu'on a pu le faire dès le début de la boîte. On signait les statuts de la boîte et en même temps, on signait les premiers contrats. Donc c'était à peu près raccord, c'est bien. À l'époque, on n'avait pas du tout d'audience à monétiser, ni même d'image de marque. Mais enfin, on avait quand même déjà un savoir-faire de production. Ça continue, ça se développe évidemment. Et aujourd'hui, on a gagné aussi un statut, une notoriété, une différenciation, je pense aussi par rapport à des agences plus traditionnelles, qui est appréciée. Et maintenant, il y a des recettes plus scalables, comme on dit, qui sont la publicité, qui a un lien évident d'une part avec la quantité d'audience, donc à la fois le volume d'audience et puis la confiance amenée par un classement comme la CPM, et puis également une capacité à commercialiser plus importante. Et là, c'est vrai qu'il y a une compréhension du monde des annonceurs, des agences, des régies, qui aujourd'hui n'a rien à voir avec quand on a fondé la boîte, c'est sûr. À l'époque, on regardait un peu le marché américain comme assez avancé, puis peut-être un peu plus audacieux, et c'était on était vraiment aux prémices en France. Aujourd'hui, on a une maturité, une capacité de dialogue avec les annonceurs qui est bien supérieure. Donc là-dessus, indéniablement, il y a eu beaucoup de progrès. C'était le pari, mais il est tout à fait en marche. Et puis l'autre type de revenu qui a un lien avec la croissance de notre volume d'écoute et notre notoriété, notre assise, c'est les revenus des auditeurs, des auditrices. Et là, nous, on a depuis 2 ans entamé une démarche de commercialisation de certains
certaines choses auprès du public. On a commencé par des produits dérivés, mais dérivés un peu minorants. Je trouve c'est des produits liés au programme, mais qui sont les livres. Nous, on a un gros succès d'édition avec le livre Les couilles sur la table, qui s'est vendu à 45 000 exemplaires. On a un deuxième ouvrage, Le cœur sur la table. Pareil, même recette avec un autre programme. Encore mieux. Et je sais que ça va être encore un plus beau cadeau de Noël cette année. Et puis, on travaille aussi sur des formats de modélisation numérique et récurrent. On a lancé une première offre sur abonnement qui s'appelle La Dose avec un partenaire AudioMeans en décembre dernier. C'est le début, mais il y a forcément du travail là-dessus et c'est assez enthousiasmant. On n'en est qu'au début, c'est pas facile, c'est pas magique. C'est évident qu'il y a un tel attachement des audiences à nos programmes qu'il y a en termes économiques, si vous voulez, une disposition à payer. Maintenant, entre transformer cet attachement, cet engagement en disposition à payer en espèces tenantes et trébuchantes, ça suppose plein de choses en termes de capacité marketing, de communication, de tunnels d'acquisition, de capacités de distribution. Ça suppose de travailler aussi avec des acteurs tiers parce que la distribution du plateforme est des podcasts est très plateformisée et assez éclatée aussi. Donc c'est pas mal de chantiers là-dessus. Ça suppose aussi de bâtir un écosystème en bonne intelligence et en bonne régulation aussi parfois. Donc on en est là, en plein chantier. Même expérience pour vous? Oui, pas grand-chose à ajouter. Tu as été assez... C'était long, pardon. Non. Le modèle économique, il est vraiment à l'image de ce marché. Il est hybride. Et en ça, je pense qu'on a trouvé aussi cet équilibre avec ces différents leviers. Il est hybride puisqu'on est à la fois un média et une composante de l'audiovisuel. Il est hybride puisqu'il y a de la publicité. Il y a maintenant des abonnements payants. Ça, c'est la vraie nouveauté de cette année. Je pense qu'on va y revenir. Et puis, toute cette diversification et cette production. On fait aussi de l'accompagnement de marques de manière plus globale avec du conseil, de la formation. Donc voilà, on se retrouve, ça nous permet de financer notre propre développement, puisque là l'idée c'est quand même de continuer à investir sur la création. Je rappelle que le podcast est quand même le seul média, la seule industrie culturelle à ne bénéficier d'aucune aide à la création. Donc nous, studios, sommes les seuls à financer nos programmes, et puis les plateformes ont aussi leur propre production originale. Mais voilà, heureusement qu'on a cet équilibre-là pour avancer. Et puis, pour revenir peut-être en 2 mots sur les contenus payants, qui est une vraie nouveauté. Nous, on s'est lancé il y a maintenant 4 mois et demi sur Apple Podcast, avec un premier podcast qui s'appelle En écriture, qui fait partie d'une offre un peu globale, Apprendre avec Louis, qui sont des masterclass avec les plus grandes signatures françaises, qui sont des masterclass accessibles au plus grand nombre pour ceux qui veulent déclencher cette passion, enfin mettre en pratique cette passion qu'on a tous eu pendant le confinement d'écrire. Et c'est un test extrêmement intéressant, précieux en termes d'informations pour nous projeter par la suite, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de documentaires, beaucoup de podcasts, certains podcasts qui ne sont pas forcément amenés à être pubés d'une certaine manière. On a parlé de l'inceste tout à l'heure. Voilà, il a fallu trouver d'autres financements sur cette typologie de programme. Donc pour nous, en tout cas, les podcasts payants représentent vraiment un levier intéressant. Tout ce qui est financement directement par l'utilisateur, c'est aussi d'une certaine manière garder l'indépendance par rapport à la pub, par rapport aux productions qu'on peut faire pour des tiers, et vraiment reprioriser. Notre cœur de métier, c'est de produire des contenus pour qu'ils soient écoutés. Voilà, donc c'est assez clé à mon sens de développer ce levier-là. On a le sentiment de l'extérieur que le marché du podcast se développera quand les plateformes, s'industrialisera quand les plateformes deviendront les distributeurs puissants qu'ils peuvent être et qu'ils sont sur la musique et qui doivent le devenir sur le podcast. Alors ça me fait une transition vers vous, Antoine, puisque il y a plein d'initiatives qui sont quand même regardées de très près chez Spotify, à la fois sur le gratuit, avec plus ou moins la promesse, c'est pas encore en place en France, mais ça commence à l'être dans des pays étrangers, avec la promesse d'utiliser la donnée client des utilisateurs de Spotify réguliers pour placer de la publicité ciblée sur les podcasts, et donc de faire vraiment une taille critique dans la publicité sur le podcast. Et en parallèle, il y a des outils chez vous et chez Apple pour faciliter le podcast payant. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel rôle vous pouvez jouer pour industrialiser ce format ?
Absolument. Notre rôle, ça va être d'accompagner les créateurs, les studios qui les représentent, pour trouver le modèle qui va leur convenir. Parce que monétiser, qu'est-ce qu'on veut monétiser? On peut, comme le disait Katia par exemple, ou Géraldine, il y a différents types d'engagement avec l'audience que vous avez. Vous pouvez créer une connexion très forte avec votre audience, comme vous pouvez soit monétiser une audience très large, soit monétiser l'accès à votre contenu, soit monétiser la consommation de votre programme. Et donc l'idée pour nous, Spotify, ça va être de proposer plusieurs outils pour les studios et les créateurs, qui va être soit en effet, on va permettre, si vous avez une large audience, de faire venir les annonceurs qui commencent à avoir cette appétence sur le produit podcast, donc de placer de la publicité et donc de rémunérer directement les studios et les producteurs avec la publicité qu'on va pouvoir faire venir, soit en effet de proposer aux studios et aux producteurs d'avoir un système d'accès payant. Et on a encore même un autre système qui s'appelle SOAP, Spotify Open Access Platform, où on a fait un test là avec Mediapart. Par exemple, Mediapart est un média par abonnement. Si vous êtes abonné à Mediapart, vous pouvez lier votre compte Mediapart à Spotify et les contenus Mediapart, vous les écoutez directement chez Spotify. Donc si un studio décide d'avoir un accès payant, s'abonner directement au studio, l'utilisateur Spotify pourra relier son compte et directement avoir accès au contenu, ou passer par Spotify pour avoir cet accès payant, ou alors le podcast est largement diffusé et là il est financé par la publicité. Donc l'idée vraiment c'est de développer différents types d'outils pour que soit vous avez un podcast, vous vous dites c'est un contenu un peu premium et je vais engager une audience un peu particulière qui viendra chercher ce contenu-là, soit vous dites je vais avoir une diffusion très large et je vais comme ça pouvoir le monétiser avec la publicité. Ça arrive quand en France alors Alors, SOAP, là, le test qu'on a fait avec Mediapart, ça vient de commencer, on vient de commencer ce test-là. Les autres, soit le podcast Paywall, soit Span, où on fait venir les annonceurs et on place de la publicité ciblée. C'est en bêta-test, là, notamment dans plusieurs territoires. Et dès qu'on a les retours et les enseignements, on le généralisera, j'espère, rapidement. On n'a pas encore de timeline, mais c'est pour bientôt. D'accord. Je vais poser une dernière question avant peut-être d'ouvrir la possibilité à la salle de poser les siennes. Comment se présente pour vous, Katia et Gabriel, le rapport avec ces plateformes? Est-ce que le partage de la valeur qui s'annonce vous convient? C'est le moment. Alors, je dirais que les mois qu'on vit sont assez clés. Grâce au test qu'on vient d'effectuer, on s'aperçoit qu'il y a évidemment plein de freins qui ralentissent ce développement. Évidemment, la première chose, c'est la data. Faire des abonnements, générer des abonnements alors qu'on ne sait pas qui est notre auditeur, ce qu'il consomme, ce qu'il ne consomme pas, combien de fois il le consomme, moi, je ne sais pas faire. Donc, typiquement, un des points clés, ça va être le partage de cette donnée-là, qui est encore aujourd'hui essentiellement chez les plateformes. Mais on a tout intérêt à avancer ensemble pour définir des métriques qui vont nous aider demain à créer des programmes qui leur permettront de rester plus longtemps aussi sur les plateformes. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on doit faire main dans la main. Après, il y a aussi une vraie question de découvrabilité. Les algorithmes, c'est pas tout, notamment pour installer un nouvel usage comme le payant. C'est essentiel d'avoir des mises en avant qui sont faites, où on va prendre l'utilisateur par la main, lui expliquer le principe de l'abonnement, etc. Donc ça, c'est un autre élément clé. Et puis, il y a évidemment le partage de la valeur financière pure. Aujourd'hui, on a quand même 20% de TVA sur le podcast. Donc, là, on partage aussi la valeur avec d'autres. On a des commissions plus ou moins importantes avec la France, exactement. Mais ça reste une exception maintenant dans le paysage médiatique, donc il va falloir en parler. On a aussi les commissions des plateformes, encore une fois, si c'est justifié par des investissements marketing, des UX ultra performants, encore une fois, ça peut s'entendre, mais voilà, il faut négocier. On a tout un tas de sujets à adresser, c'est aussi pour ça que nous, on s'est réunis dans un syndicat de producteurs indépendants pour parler de tout ça et pour essayer de trouver des façons d'avancer rapides, parce qu'on pense que c'est clé, en tout cas, ces sujets-là. Avant de donner la parole à Antoine, vous avez quelque chose à ajouter, Gabriel?
Pas grand-chose, si ce n'est qu'effectivement c'est une période clé parce qu'en fait ce modèle est à écrire. L'audio parlé historiquement ne se payait pas, notamment en France où on a une radio publique de qualité. C'est très différent par exemple des États-Unis où il y a un rapport au fait de payer pour l'audio parlé qui est beaucoup plus important. Là, on paye même par donation pour la radio publique, donc c'est très différent. Donc on a tout à inventer et nous c'est sûr qu'on est en tant que média, on a des arbitrages à faire entre bénéficier de la puissance de frappe des plateformes. C'est évident qu'un acteur comme Spotify a un rôle à jouer pour rendre plus facile la recommandation. Dire à quelqu'un à l'apéro découvre mon podcast sur Spotify, c'est plus facile que de dire télécharge l'app que tu n'as jamais essayé, c'est évident. Et en même temps, il faut qu'on s'y retrouve dans la maîtrise de la relation avec des abonnés pour faire du marketing, pour faire du CRM, pour bâtir une relation de confiance qui sont des éléments clés dans le podcast. On ne fait pas du podcast à l'aveugle par rapport à son auditoire. Et tout ça est à construire et c'est sûr qu'on vit une période assez cruciale où on espère que le rapport de force et de coopération va être le plus simple possible pour avancer. Parce que finalement, tout le monde sera gagnant seulement si nous aussi on s'y retrouve. Antoine, est-ce que Spotify est prêt à partager la donnée? Est-ce que vous pouvez vous engager à partager la donnée? Beaucoup. Déjà, je m'excuse auprès de Gabriel que j'ai appelé Géraldine. C'est quand on traverse la scène trop vite. Non, alors Spotify s'est toujours construit sur cet objectif de connecter les audiences et les créateurs. Donc sur la musique, une des premières révolutions qu'on a menées, c'était de donner accès à la data aux artistes et aux producteurs directement. On a une plateforme qui s'appelle Spotify for Artists où les artistes voient directement la catégorie d'âge, les pays, les endroits où on les écoute. On développe cette même plateforme qui s'appelle Spotify for Podcasters et donc l'idée c'est que justement de permettre aux producteurs et aux studios d'avoir une donnée la plus détaillée possible pour pouvoir avoir des informations sur leur audience et les monétiser auprès des annonceurs. Donc pour nous, le partage de la donnée et la transparence sur un maximum de choses, c'est essentiel. On ne prend pas de commission pour l'instant sur rien puisqu'on ne monétise pas le podcast. On produit, on investit et quand on investit en production, on investit avec des studios français puisque c'est à des studios français qu'on confie la production des programmes qu'on réalise. Donc pour l'instant, on est vraiment dans ce développement des usages. Comme disait justement Gabriel ou Katia, il faut développer les usages, avoir de plus en plus d'utilisateurs qui soient convaincus par ce format pour ensuite choisir le type de monétisation qu'on va préférer. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? J'ai une question des spectateurs sur Internet, en streaming. Comment se passe la rémunération des créateurs de podcasts au sein des studios? Je pense que là, c'est le droit d'auteur des gens qui font les podcasts, qui ont les idées. Comment est-ce que vous les rémunérez? Alors, on a une demi-heure. Tout est contractualisé. Si c'est des journalistes, voilà, c'est des contrats de journalistes. Si c'est des auteurs, ça peut être des contrats de commande. Il y a différents types en fonction des différents formats. On a une rémunération pour la partie travail et puis on a chez Louis et chez Binge également signé des accords avec la SCAM sur toute la partie redistribution de la valeur créée sur l'exploitation des podcasts. Donc il touche aussi une seconde rémunération qui est en fait un prélèvement de notre chiffre d'affaires sur tout ce qu'on génère sur l'ensemble des podcasts. Donc voilà, il y a cette double rémunération. C'est très clé la relation entre les auteurs et les studios. C'est les auteurs qui font la valeur de ce qu'on crée. Donc nous, on souhaite que la relation, elle soit la plus créative et la plus intéressante possible. C'est un vrai sujet sur lequel on échange beaucoup entre les différents acteurs parce qu'il y a tout à installer. Typiquement, il y a quelques années, on avait des contrats très basés sur l'audiovisuel. Aujourd'hui, on a enfin, puisqu'on a lancé des livres, lancé parfois des adaptations audiovisuelles, des vrais cas. Donc voilà, on fait tous, en tout cas. Nous, on fait évoluer les contrats pour le mieux, je l'espère, pour que tout le monde s'y retrouve. En tout cas, c'est notre rôle de producteur de défendre la place de l'auteur dans cet écosystème, notamment vis-à-vis des plateformes. Et ça, c'est un élément clé voilà, auquel on accorde beaucoup d'importance. Okay.
Gabriel, vous voulez ajouter quelque chose? Pas grand-chose à ajouter. L'avancée sur le passage par la gestion collective était une grande avancée de l'an dernier, parce qu'après avoir eu au départ des contrats de gré à gré, il s'agissait de sécuriser, de donner un cadre sécurisant pour tout le monde, d'avoir une visibilité sur les termes de nos droits à diffusion et de la rémunération. Et il y a eu des négociations des discussions un peu générales, puis des signatures société par société. Donc je pense que aussi bien Louis Média que Binge Audio, on a signé, je crois, le 31 juillet 2020, et c'était très important en termes de respect du droit d'auteur, des canons du droit d'auteur français, qui sont fondamentaux, qui ne sont pas les mêmes que ceux du droit anglo-saxon, et puis de visibilité, c'est-à-dire d'apprendre à fonctionner ensemble avec un cadre juridique assez clair et une connaissance de chaque partie de ses droits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a je pense une maturité, une visibilité là-dessus bien supérieure à il y a 3-4 ans. Ouais. Et je pense que c'est au bénéfice des auteurs, des autrices, d'avoir un cadre aussi clair que possible, qui est à construire. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes conditions à la lettre sur chaque type de contrat, mais l'architecture juridique, elle est là. Et là, je pense qu'on a une structuration dont on peut être, qui est assez prometteuse pour un secteur aussi jeune, finalement. Ok, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. Ah, j'ai une question ici, s'il vous plaît. C'est une question sur peut-être que les gens en ligne n'ont pas entendu, une question sur le nombre d'abonnements qui, depuis 4 mois. Ouais. Alors, il me semble que ça dépend quand même pas mal des typologies d'offres. Il y en a qui font des propositions d'abonnements payants pour écouter les podcasts sans pub, d'autres avec des exclusivités. Nous, en ce qui nous concerne, on a fait le choix d'avoir une production exclusive. Ça se compte plutôt en milliers. Après, voilà, on est encore sur du démarrage. Ok. Monsieur? C'est une question. Je répète pour ceux qui sont en ligne et qui n'ont pas entendu, c'est une question qui rejoint une question en ligne en plus. Donc c'est le sujet de la distribution du podcast. Est-ce que ça va plutôt ressembler à celle de la musique avec exhaustivité des plateformes sur chacune d'entre elles, ou est-ce que ça va être comme celle du streaming audiovisuel avec des exclusivités par plateforme? Ce qui est marrant, c'est que je sors dans les débat sur la musique et on veut toujours regarder les modèles du futur avec les lunettes du passé. Je ne sais pas, et probablement que c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que est-ce qu'on va aller vouloir chercher la plus grande audience possible et monétiser la plus grande audience possible? On peut vouloir faire un podcast d'intérêt général, etc. et se dire j'ai envie de toucher des millions de paires d'oreilles avec ce podcast et je vais monétiser avec la publicité cette audience. Dans ce cas-là, je vais avoir une stratégie de distribution très large. On peut avoir une stratégie plutôt de niche en se disant je vais créer une connexion particulière, je vais travailler avec un partenaire plutôt en particulier et plutôt sur la stratégie audiovisuelle. Aujourd'hui, on voit que le morcellement des offres audiovisuelles commence un petit peu à peser sur le porte-monnaie des utilisateurs et que le morcellement des offres commence à créer certains embouteillages. Donc, je pense que quelque part entre les deux, il doit y avoir un nouveau modèle à inventer et essayer justement que, puisque le podcast est un nouveau format, un nouvel usage, il puisse tracer sa propre route et avoir des modèles hybrides. Ok, malheureusement, on est obligé de conclure. Je remercie les centaines de milliers de gens présents dans la salle et les millions derrière leur ordinateur pour avoir écouté. C'était par abonnement ? Oui. Voilà, au revoir. Merci. C'est juste qu'après la prochaine, vous serez en direct.